Marielle, merci. Alors, Merci d'être avec nous. oui, moi je suis allée dans la cabine et je me suis rendu compte que j'ai pas vu le film depuis, ça fait combien de temps? 1983. Donc 30, enfin je sais plus. Longtemps. 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 Voilà. Est-ce que, avant de parler du tournage proprement dit, ce n'était pas votre première collaboration avec Éric Rohmer, puisque Non. la première, je crois que c'était Perceval Le Gallois. Voilà. Est-ce que vous pouvez nous parler de la préparation du film? Comment un film avec Rohmer, pour les comédiens, se préparait-il? Voilà. Alors pour Perceval Le Gallois, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais c'était un film tellement stylisé, tellement spécial, qu'on a travaillé beaucoup la musique, les costumes, la gestuelle. On allait même à la Bibliothèque nationale regarder les manuscrits pour savoir comment se représentaient les gens du Moyen-Âge, le monde, leur appréhension du monde, le fait que les dessins n'étaient pas en perspective. Voilà, c'était très long, très laborieux, très difficile et en même temps toujours très scolaire parce que Éric était tout de même pour nous tous comme une sorte de professeur toujours. Et ce qu'il y a de tellement étonnant avec le cinéma d'Éric Rohmer, c'est cette observation du monde très discrète comme ça, qui fait qu'il arrivait à connaître ses interprètes sans jamais parler de rien, parce qu'on allait prendre le thé chez lui et il n'était pas question d'un film, il était plutôt question de parler de Marivaux, de peinture. Je me rappelle que pour Pauline à la plage, c'est sous le signe de Matisse. Et en réalité, quelque chose qui était très précis chez Éric, c'est évidemment la grande Stylisation. Pardon, je joue les imbéciles. Bon, la stylisation des formes. Et donc, pour Pauline à la plage, il voulait bleu, blanc, rouge, et comme les découpages de Matisse. Voilà, c'était cette esthétique-là, avec une simplicité et une étude du cadrage voilà, très géométrique et simple. Et pour la manière, par exemple, dont les gens s'habillaient, c'est vrai que Éric fait partie des cinéastes qui allaient dans les placards des acteurs pour choisir les choses comme ça. Voilà. Et puis, la très grande profondeur et la très grande articulation, la très grande écriture de son cinéma, qui a l'air totalement simple et totalement évident, c'était très pensé, très intellectualisé, c'était un grand maître du fond et de la forme. Et donc, il choisissait ses interprètes, et le lexique de ses interprètes, la manière dont on parle, il écrivait les textes selon tous les idiomatiques. Voilà. Mais en réalité, Pauline à la plage, ça avait été écrit pour Brigitte Bardot déjà 20 ans avant. Et voilà. Ça peut paraître étonnant, mais effectivement, Oui. 20 ans avant, Oui. Éric Rohmer s'était imaginé proposer donc votre rôle Oui, à c'est Brigitte ça. Bardot, Oui, qui était c'est quand ça. même d'un univers, on peut dire, très éloigné, et d'un cinéma très éloigné du sien. Oui, mais enfin, quand je crois que Et Dieu créa la femme, il y a quelque chose quand même qui touche à la nouvelle vague dans la manière de filmer, dans la simplicité des cadres. Bon, mais évidemment, Rohmer, ce qu'il y a de tellement que je n'ai jamais rencontré chez personne, c'est l'analyse féroce des jeux de l'amour et de la manière dont les choses se passent dans le réel, cette complexité, ces perversions des sentiments, cette manipulation des uns par les autres. Et voilà, et là je revoyais et je me disais, mais c'est fou, c'est ce Féodor Atkin, enfin cet Henri, quel pervers. 30 ans après, ça reste un pervers.
Et sur le tournage lui-même, donc sur ce morceau de côte normande, est-ce que là encore, sur le plateau, qu'est-ce qu'il demandait? Est-ce que vous répétiez beaucoup? Est-ce que les prises, je crois, étaient rares parce que c'était quelqu'un qui n'aimait pas gâcher de la pellicule, hein? Non. Voilà, alors il y avait ce principe d'économie, mais d'économie supra-intelligente, c'est-à-dire qu'il détestait la dépense, il détestait par exemple les choses qui se cassent dans les films, la destruction. C'était quand même, Éric, un être de l'harmonie, de la pensée, de chaque chose à sa place, de la réflexion. Et donc, il avait ces films montés dans sa tête. Donc, il était très peu directif, parce que c'était un peu comme une sorte d'étymologiste. Il laissait nous, les acteurs, par exemple, si on voulait s'asseoir sur le revers d'un fauteuil, qu'on a envie de ça, il le faisait, il n'intervenait jamais là-dedans. Ce qui fait que la géométrie de l'espace était très calculée, il savait vraiment ce qu'il voulait, mais nous, il nous laissait comme si on inventait les choses. Or, on ne les inventait pas du tout, c'était très écrit. Très écrit. C'était très écrit, et en même temps, une fois, je lui avais montré la photo pour lui montrer, c'était pas son sujet de conversation, c'était pas le genre de la maison, mais je lui disais quand même, vous représentez l'amour physique. Et donc, regardez Féodor Atkine et Ariel Dombal dans les bras l'un de l'autre au petit matin après leur nuit d'amour. Et il m'avait dit très vite, comme il faisait, ah oui, mais ça, ce sont les acteurs qui ont inventé cette posture. Ah oui, posture oui. Effectivement très belle, Oui. et plutôt très érotique, qu'on regarde donc à travers la fenêtre. Voilà, c'est ça. Mais moi, après, quand j'étais furieuse de la posture, et je trouvais que c'était totalement prétentieux d'être comme ça. Enfin bon. Mais voilà. Mais avec Éric, c'est-à-dire qu'il allait jusqu'au bout de nos ridicules. Je me rappelle que Pascal Augier, à l'époque, cette adorable actrice, avait pris une manière de parler. Elle disait tout le temps « tu vois ce que je veux dire ». Eh bien, il avait semé des « tu vois ce que je veux dire » dans le texte très écrit. Voilà. Et moi, par exemple, toute cette espèce de... Tout à coup, je parle de l'amour et je veux brûler d'amour, brûler d'amour, brûler d'amour, etc. Je disais, mais non, c'est ridicule, je ne veux pas dire ça. Brûler d'amour autant de fois, c'est ridicule, c'est bon. Et il était intraitable là-dessus. C'était écrit comme ça et ça devait être comme ça. Et sur le système presque de la prise unique, parce que s'il faisait très peu de prises, ça veut dire que la tension est quand même extrême, parce que quand il y a beaucoup de textes et que les prises durent, se tromper, ça veut dire qu'on met la prise à la poubelle. Donc voilà. Ça a impliqué quand même une façon de travailler très particulière. Ah, oui, absolument. C'est-à-dire qu'il ne voulait pas qu'entre le réel et la fiction, on sente le moment. Il fallait que tout ait l'air... D'ailleurs, il était faussement maladroit. Par exemple, le clap, il le mettait à l'envers, etc. Il faisait 3 petits pas en avant, puis 3 en arrière. Voilà, parce que les choses devaient rester dans la légèreté. Il ne fallait pas qu'on soit intimidé pour garder cette espèce de naturel littéraire, mettons. Et ce qui est vrai que dans les films d'Éric, on n'a pas du tout l'impression de jouer. Et pourtant, c'est très joué. Très pensé, très écrit. C'est ça qui est peut-être le plus fascinant. Vous parlez de naturel littéraire, l'expression paraît très juste, parce que comme tous les grands cinéastes, la façon qu'ont ces comédiens de jouer est très stylisée. Mais même chez les cinéastes extrêmement réalistes, mettons Piala, c'est tout aussi stylisé. C'est-à-dire que ce qui compte, c'est d'avoir un système de représentation. Et lui, c'était ça, son système. Alors, il y a quelque chose, et je le constatais dans la salle, et moi-même, d'ailleurs, je riais, c'est que ça peut déclencher le rire. Mais je crois que ça ne le dérangeait pas du tout. Parce que, par exemple, Pascal Grégory, il est jaloux à la première seconde où il voit Féodor Atkine sur la plage. Et ça se sent.
Et Oui. donc, dans la salle, ce soir, on s'est mis à rire. Oui. Tellement il se consume de jalousie. On sent qu'il se tord les mains, Oui. qu'il est furieux. Oui. Et donc, c'est un jeu assez outré en même temps. Enfin, on peut pas dire que ça soit un jeu comme ça, très, très naturaliste. Vous en faites, quoi. Vous en Oui, faites oui, même oui. plutôt beaucoup, les uns et les autres. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Et on peut dire qu'en même temps, il n'aimait pas l'idée de l'acteur chevronné non plus. Et il n'aimait pas les habitudes théâtrales d'une certaine époque, parce que la manière de jouer nous, les acteurs, eh bien, bien entendu, enfin, on cite toujours les choses les plus évidentes, comme Sarah Bernard qui joue l'Aiglon, etc., ou toute cette manière de jouer même dans les années 60, 50. Chaque époque a ses codes. Et lui, ce qu'il ne voulait pas, surtout, c'est les gens qui auraient été dévoyés par les cours de théâtre et dont le naturel, dont la grâce innée aurait été transformée. Et puis, bon, les cours de théâtre, bien entendu, moi, j'en ai fait. J'ai appris à dire à la musicalité de Racine ou de Marivaux ou de Molière. Ça m'a appris beaucoup de choses, les cours de théâtre. Mais quand j'ai rencontré Éric, j'en avais pris très peu. Et c'est probablement ce qu'il aimait en moi, c'est-à-dire quelque chose de pas encore façonné. Comment ça se passait sur le tournage avec le directeur de la photographie? Parce qu'il faut parler de lui, Nestor Almendros, qui était une immense star de la photographie à l'époque, parce que c'est un Cubain d'origine, il avait travaillé en France, beaucoup avec Truffaut, beaucoup avec les gens de la Nouvelle Vague, et puis il est parti aux États-Unis. Et aux États-Unis, il a fait Les Moissons du ciel. Je pense que certains dans la salle connaissent le film, de Terrence Malick, où il a fait une des plus belles photographies en lumière naturelle du monde. Oui. Et donc, quand il revient là pour faire Pauline à la plage, c'est le retour de Nestor Almendros dans le cinéma français, mais auréolé de cette gloire américaine. Comment ça se passait avec lui? Comment, justement, il a composé ce qui a l'air si simple, Oui. mais en fait, ce qui est tellement travaillé et tellement composé? Oui, parce que Éric n'aimait pas toute cette emphase de la cinématographie, même à l'époque. C'est-à-dire qu'il n'aurait jamais eu des grands arcs, des immenses... Il travaillait avec rien. L'équipe était microscopique, presque invisible. Voilà. Et Nestor, en effet, sur le film de Malick, il y avait 8 caméras, c'était des mouvements d'appareils complexes dans tous les sens, etc. Et c'était le grand film hollywoodien avec beaucoup, beaucoup d'argent, etc. Mais in fine... Nestor avait suffisamment de raffinement et de très très grande habileté pour savoir que les films d'Éric, c'était une image aussi forte et aussi cinématographique, si ce n'est plus, que, bon, bien que Malick, c'est vraiment toujours très beau et très étudié, mais Éric aussi, et c'est des formes de beauté tellement réfléchi. D'ailleurs, Éric a écrit Le goût de la beauté. Et c'est un livre admirable. Et Éric, c'était, et ça Nestor le savait, c'était quand même une réflexion très profonde sur ce que veut dire un cadre, un mouvement d'appareil, les focales, tout ça. Il n'aimait pas, par exemple, les choses qui dépassent 50 mm. Il n'aimait pas les effets de cinéma. Il n'aimait pas quand on prend un objectif qui rend les gens abstraits, qui les embellit et qui fait qu'on ne voit plus le paysage derrière. Il aimait l'harmonie, la bonne proportion. Comme l'œil est à 35 mm. Et c'est ce qu'il aimait. C'était la focale qu'il aimait. La focale qu'il aimait, et je trouve qu'on voit particulièrement bien dans ce film le grand art extrêmement discret, voire invisible de la mise en scène. Bien Est-ce sûr. que vous avez déjà vu, avec d'autres metteurs en scène, un cinéaste, qui soit aussi précis sur la composition de son cadre et le déplacement des personnages? Non, jamais, parce qu'il y avait une simplicité incroyable, une simplicité, la beauté qui doit partir vers
le plus simple. C'est là où serait la beauté, et non pas dans l'accumulation. Mais il était extrêmement tatillon sur tout. Par exemple, s'il y avait 3 pommes et une espèce de cruche, si on avait le malheur de pousser la cruche et d'arranger les pommes, il aurait été très fâché. Et je me rappelle que dans L'Arbre, le Maire et la médiathèque, on tournait dans une bibliothèque, et à un moment donné, je vois une prise. Alors je prends un livre et je la mets face à la prise, en me disant, tiens, ça sera plus joli. Et alors il m'a dit, mais non, il ne faut pas toucher les décors, etc. Il était très énervé. Et il a remis le livre tel qu'il était et la prise visible. C'est-à-dire que le réel est tellement fort, il se suffit à lui-même, et il ne faut pas essayer de faire du joli avec le réel. Et en même temps, pour les comédiens, si le texte était appris au rasoir, Oui. ils ne détestaient pas l'accident et l'imprévu. Peut-être parce que l'accident et l'imprévu Voilà, font partie du réel. voilà, exactement. Ça, l'accident était même éminemment souhaitable, parce qu'il y avait cette espèce de maladresse qui fait l'humanité et qui lui plaisait. Capter ça. Et au début du film, justement, quand vous parlez de vous consumer d'amour, Oui. il y a un moment où visiblement vous vous êtes trompé. Enfin, il y a quelque chose qui... Oui, bien sûr. Et au contraire, il vous a fait signe de continuer. Exactement. Et donc, alors après, je fais comme ça et tout ça, je me trouvais ridicule. Et j'étais furieuse. Mais il m'a dit, écoute, c'est comme ça, c'est très bien comme ça, et puis c'est tout. Donc, voilà, je suis rentrée dans ma coquille. C'était ça qu'il voulait. C'était ça qu'il voulait. Et Voilà. quand vous dites ne pas faire cinéma, c'est très frappant aussi dans ce film-là, parce que c'est la plage. Et sur la plage, il y a des gens. Oui. Et en fait, on voit bien que tout est fait, non pas pour que les gens ne dérangent pas le tournage, Oui, mais pour que le tournage ne dérange pas les gens. Ce qui est absolument. quand même quelque chose d'un peu différent. Oui, Et on sait bien, même quand on voit arriver une équipe de cinéma en bas de chez nous, à Paris, ça arrive, qu'une équipe de cinéma, c'est un peu impérialiste, oui. quoi. Voilà, Ça voilà, arrive voilà, avec voilà. des camions, des voitures, ils bloquent les rues, on n'a plus le droit de bouger. On a l'impression que Romer, là, sur une Ah oui. plage, c'était exactement l'inverse. Voilà, voilà, voilà. Et il détestait justement cette forme d'intimidation avec les assistants, l'assistant de l'assistant, les grosses équipes qui arrivent en terrain conquis. Ouais, le camion, le truc, les ventouses et tout ça. Et, et il détestait toute cette forme d'intimidation. Les caravanes, les acteurs qui veulent avoir la plus grande caravane, toutes ces histoires-là. Ça, c'est sûr qu'avec Eric, c'était pas ça du tout. On vivait chez l'habitant. Et voilà, et tout était matière à essayer de capter ce réel, cette grâce du vrai, et ne pas mettre de la technique et des hiérarchies et des intimidations des uns par les autres, parce qu'il faut savoir que les équipes de cinéma, c'est des rapports de force terrifiants. Voilà, et il y a toute une hiérarchie, et puis c'est comme une ville qui se fait autour des films, et qui fait que les acteurs sont très isolés, et voilà. Avec Eric, non. Entre le réel et le tournage, c'était très tenu, c'était comme une architecture de verre. Voilà. Et par ailleurs, sur votre personnage, sur Marion, ce qui est fascinant, comme souvent les personnages romériens, que ce soit des hommes ou des femmes, c'est que on a presque le sentiment qu'elle a la prescience du malheur qu'elle va lui arriver. C'est-à-dire qu'elle va se jeter à la tête de l'homme qui Oui. va le plus la négliger ou la dédaigner d'une certaine façon. Bien sûr, parce que en même temps, Eric est quelqu'un qui vient vraiment de la littérature. Eric est quelqu'un qui a lu et Bataille, et Sade, et Marivaux, et Molière, et voilà. Et il sait très bien qu'autour du désir, le désir, c'est pas un truc innocent. Et très souvent, on désire exactement la personne qui va vous faire le plus de mal. Et dans la vie, je me rappelle qu'Éric était toujours affolé des aventures qui arrivaient à ces actrices. Il avait peur pour elles. Il avait peur pour elles. Et je pense que moi, il me voyait comme quelqu'un
qui se jetterait toujours sur la personne la plus féroce et la plus mal faite pour elle. Voilà. Et de ce point de vue-là, Féodor Atkin Oui. est irrésistible. Mais vraiment irrésistible. Oui, c'est ça. Et de son point de vue, Pauline a bien raison de le trouver antipathique. Parce qu'il n'est Oui. pas très sympathique, effectivement. Non, il n'est pas mais très il est très séduisant. Voilà. Ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Mais chez Eric, il y a la même chose chez la collectionneuse. Il y a quand même, comme chez la Bruyère, des caractères. Et il y avait un ami, mais vous l'avez connu, qui était un scénariste très brillant, dont toutes les femmes étaient folles d'amour, qui était très arrogant, comme ça, avec des poses et tout, qui jouait au piano, comme ça, du Chopin et tout ça, puis il buvait. Et puis après, il se couchait à moitié sur le piano et tout ça. Et toutes les femmes étaient « Oh, oh là là, oh !» Et tout, voilà. Et tandis qu'il y avait l'autre personnage, harmonieux, intelligent, gentil, prévenant, gracieux, plein de qualités, qui était là intimidé dans un coin et qui n'avait aucun succès. Et qui était pourtant la personne valable, tandis que l'autre était un fripon, une canaille. Et voilà, et Eric a toujours eu ces figures-là. Alors, on peut dire son nom parce que c'est quelqu'un qui a été important, c'est vrai, dans l'histoire de la Nouvelle Vague et donc dans l'histoire du cinéma français. Il s'appelait Paul Gégoff. C'était le grand ami de jeunesse d'Éric Rohmer. Il a été le scénariste des meilleurs films de Claude Chabrol, des grands Chabrol des années 60 et 70. Voilà. Il était très paresseux, très alcoolique, Oui, très buveur, très bon écrivain. Très bon scénariste, oui. Homme à femme. Oui. Et je pense que Rohmer, qui était un introverti, Oui. évidemment, comme tout le monde, était fasciné par son contraire. Donc il était absolument fasciné par Gégoff. Et Gégoff, c'est beaucoup Henri dans le film, c'est-à-dire le personnage de Féodor Atkin. Voilà. Je peux tout de même dire une sorte, pas d'anecdote, de tragédie, mais maintenant que le temps est passé, on peut le dire. Mais moi-même, j'ai connu Paul Gégoff un petit peu et je lui ai présenté, et je l'ai vraiment poussé dans ses bras, une jeune actrice. Et Paul Gégoff était terrible avec les femmes et il arrivait à les exaspérer au plus haut point et en même temps à être irrésistible. Et cette jeune actrice que je lui ai présentée a fini par le tuer. Donc oui, c'est une chose qui a été tragique. Non, mais oui. C'est vrai, oui, c'était une jeune comédienne suédoise, elle est devenue sa femme et elle l'a poignardée. Oui. Voilà, et c'est comme ça qu'est mort. Je ne savais pas que c'était vous qui lui aviez présenté Ariel. Oui. Ça, c'est... Je croyais bien connaître l'histoire, mais pas avec ce détail. Voilà. Oui, c'est moi qui lui ai présenté. Et voyez, j'avais dit à l'un, mais tu es tout à fait faite pour lui, et j'avais dit à l'autre, mais il est exactement ce qu'il te faut. C'était vrai, mais c'était fatal. Voilà. Et c'est un peu... comment on dit, l'éminence grise de la Nouvelle Vague. C'est-à-dire qu'il a énormément influencé Chabrol. Oui. Chabrol avait coutume de dire il m'a beaucoup aidé dans mes relations avec les femmes à cause de sa désinvolture et à cause de sa cruauté, parce que Chabrol était beaucoup plus coincé. Il a beaucoup influencé Éric Rohmer. Celui qui n'a pas du tout influencé, peut-être parce que c'était déjà un homme à femme, c'est François Truffaut. Ah oui, visiblement pas d'influence sur lui. Mais Godard l'aimait bien. Godard, beaucoup. Godard énormément. Énormément. Oui. Mais enfin, je crois que ce qui est étonnant quand on est en face d'un très très grand cinéaste, c'est que partout dans le monde, on entre dans une salle de cinéma et la musique de ces gens cette manière de parler, cette manière d'être, ce cinéma est reconnaissable entre tous. Et c'est un cinéma très international, alors que c'est extrêmement local et c'est tellement fort, c'est un si immense cinéaste. Moi, Eric m'a réellement donné des armes pour le cinéma. C'est la personne qui m'a éclairé comme un grand maître. Il m'a aussi permis de faire des films comme cinéaste. C'est lui qui m'a dit, écoute Ariel, la technique cinématographique, ça s'apprend en un quart d'heure.
C'est comme un appareil de photo. C'est pas parce que tu as un appareil de photo que tu... Mais la technique, il ne faut pas être jamais intimidé par la technique. Ce n'est pas ça qui compte. Et c'est une phrase merveilleuse parce que j'ai fait mon premier film, j'ai réalisé mon premier film, Chassé croisé, à l'âge de 22 ans. Et c'est grâce à Eric que j'ai eu l'audace de le faire parce qu'il m'a dit, le cinéma n'est pas un outil intimidant. Mais peut-être parce que on peut le dire autrement, mais je pense qu'il l'aurait dit à peu près comme ça. Le cinéma, c'est de l'écriture, c'est pas de l'image. Voilà. Justement, c'est peut-être là qu'il y a toujours un malentendu, parce qu'il y a des gens qui persistent à penser, en voyant un film comme Pauline à la plage, que c'est du théâtre filmé, que ça n'a pas d'intérêt, parce que c'est pas de la belle image bien léchée, etc. Mais c'est de l'écriture pure, c'est tout à fait autre chose. Voilà, exactement, exactement. C'est une pensée tellement formelle, tellement précise, tellement intelligente. Quel plan doit succéder à quel autre? Quelle est la durée? Quelle est la forme de la plus grande simplicité qui mène à la plus grande efficacité? Pas des filtres, des machins, des trucs, des zooms, des embellissements. Rien de tout ça. Rien de cette écriture-là. Et par ailleurs, alors on peut parler un peu de l'accueil du film à l'époque. Ça avait très bien marché en France. C'est un film de Rohmer qui avait plutôt bien fonctionné. On est en période pré-César. Je pensais à ça tout à l'heure. Ils ne se sont jamais intéressés à lui. Non, jamais. C'est quand même étonnant. Oui, C'était un des plus grands cinéastes français reconnus, comme vous le disiez, à l'international. Pauline à la plage a fait plusieurs millions de dollars de recettes aux États-Unis. Et en revanche, en France, pour les Césars ou les récompenses, tout ça n'a jamais existé. Non, et alors, quand même, le critique du Figaro avait écrit à l'époque, Claude Bénière, il avait écrit « C'est le film le plus stupide de l'année 1983 ». Oui, c'est ça. Et non, mais pour bien dire que ça n'allait pas de soi, tout ça. Ah non, ça n'allait pas du tout de soi. Et moi, on avait écrit sur moi « Elle n'a rien au-dessus du bikini ». Alors, vraiment... Sympa. C'était super sympa. Non, mais... c'est vrai que ça m'avait vraiment fait pleurer à l'époque et tout ça. Et on dit toujours, oui, Ariel Dombal, c'est une romérienne. Alors, bon. Et finalement, Pauline à la plage, justement, ça ne m'a pas apporté aucun rôle en France et aux États-Unis. Tout à coup, j'ai eu plein de demandes grâce à Pauline à la plage. Voilà, parce que les Américains, eux, avaient vu Pauline à la plage. Oui, c'est étrange, mais c'est vrai que c'était un cinéma tellement fort que bon. Mais peut-être que les gens veulent poser des questions. C'est ce que j'allais faire, leur passer le micro. À propos de choses fortuites, je m'intéressais à ce chien qui, pendant une scène où je crois, je ne sais plus qui sont les protagonistes, qui a l'air de regarder longtemps dans la maison de Henri. Est-ce que c'est arrivé de façon fortuite? Oui, voilà, c'est arrivé de façon fortuite. Et Eric n'aurait évidemment jamais voulu qu'on touche le chien, devait être là tel qu'il est apparu. C'est comme il y a des choses qui, dans la vie, on ne peut pas mettre en scène. On ne peut pas mettre en scène les nuages, par exemple. Et pourtant, ils sont là. Eh bien, un chien, pour Eric, c'est comme un nuage. Il est là, il faut le filmer, ça fait partie du réel. Et d'ailleurs, dans L'Arbre, le maire et la médiathèque, à un moment donné, nous étions dans une scène, aussi avec Pascal Grégory et moi-même, et puis il y a un berger avec des moutons qui est arrivé. Et au lieu, dans n'importe quel film normal, on aurait dit couper, etc. Ou alors on aurait mis en scène les moutons, qu'ils arrivent au bon endroit, à tel endroit, etc. Là, non, les moutons sont arrivés, il y a eu une sorte des vrais bergers qui ont voilà, et puis il a laissé ça, et ça donne vraiment quelque chose d'étonnant, quoi. Prendre du réel ce qu'il a de magique, ne pas interférer, ne pas mettre en scène quelque chose qui... Voilà, un chien, en plus, c'est difficile à mettre en scène. C'est vrai. Oui, j'ai une question très simple. Est-ce que vous pourriez nous dire comment Rohmer justifiait l'absence de musique dans son film? Oui, alors, moi, il m'a fait chanter quelquefois dans les films. Et puis, bon, évidemment, Perceval le Gallois, c'était un film entièrement chanté. Et on a étudié
non seulement Chrétien de Troyes, mais la mélopée, la mélodie, les phonèmes de toute la Prosodie. Voilà, prosodie. Et c'était extraordinairement complexe et difficile. Et on a travaillé de la musique pendant 1 an et demi parce que c'était un film musical. Mais un peu comme Godard, il n'aimait pas l'idée de l'orchestre caché. C'est quelque chose qui lui semblait un artifice de cinéma. Pourquoi est-ce que tout à coup on entend de la musique? Où est l'orchestre caché? Et donc, moi, très souvent, je me disais, mais ce serait tellement bien, j'aurais qu'à regarder par la fenêtre et on mettrait une mélodie. Et on n'a plus besoin de rien faire. La musique fait tout pour vous, parce qu'elle vous emporte et elle est lyrique et belle. Mais chez Éric, non. Il y a la musique des gens qui parlent. Ça, c'est une musique qui est signifiante. Et il ne faut pas artificialiser avec une musique par-dessus qui imposerait au spectateur un sentiment tout à fait artificiel. On laisse le spectateur seul face à... C'est-à-dire que pour qu'il y ait musique admise, il faut que sa source soit visible. Voilà, et qu'elle soit logique. Par exemple, là, le fameux slow tahitien. Voilà. Exactement. Féodor Antin achète le disque, oui. Il le met, c'est ça. Les jeunes gens refont le slow de la boîte, mais on a la source de la musique dans le plan. C'est pas l'orchestre caché. Non, c'est pas l'orchestre caché. Oui, j'avais une petite pensée pour cet acteur de notre génération là, qui fait Sylvain et qui s'appelait Simon de Labrosse et qui a joué avec Téchiné et avec Takela, le film sur les cinéphiles. Si vous pouvez dire quelques mots. Et je pense aussi qu'il y a deux. Non, tout alors, à l'heure, ça a été. Non. Oui. D'abord Simon de Labrosse. Oui. Il s'appelle Simon de Labrosse et effectivement, il a eu une carrière courte et il n'est pas mort bien vieux. Donc effectivement, Ariel, un souvenir de Simon de Labrosse qui joue le jeune Sylvain dans le film. Eh bien, c'était vraiment quelqu'un d'étonnant, parce que Romer avait toujours du mal avec plus avec les hommes acteurs qu'avec les femmes dans ses choix. Et Simon de Labrosse... il lui a plu tout de suite, cette espèce de petite gouaille comme ça, radicale. Il jouait juste tout de suite, il était tout en air et très très mignon acteur. Qui laisse même tomber le terme de bouffonne. Oui, avant la lettre. On n'entend pas souvent ça dans un film de Romer. Non, mais ça il avait pris ça déjà en banlieue, hein. C'est bouffon, parce que bouffon, ça a disparu pendant 4 siècles, quoi. Et puis c'est revenu par la banlieue. Ouais, bouffon. Ouais, c'est ça. Exact. C'est vrai qu'il est très bien dans le film. Il est très bien. Super. Alors, il est mort, non... Enfin bon, je crois qu'il est un petit peu tombé dans des excès. Et voilà. Et puis, après, il y a eu un accident. Il est mort sous une tente qui brûlait. Enfin, une chose horrible. Et voilà, ça, c'était cette jeune carrière fulgurante. Parce que tout ce qu'il a fait, Simon, ben, ça reste là pour toujours, quoi. C'est un être adorable qui est là dans ce film. Merci beaucoup, Ariel. Et moi, simplement, tout à l'heure, monsieur Bonneau nous a dit qu'il y avait 2 actrices dans la salle. Ça serait sympa qu'on les voie. Amanda Langlais et Rosette. Ben, venez. Ah, ben voilà. Venez. Parce qu'elles sont super dans le film. Hein. Amanda Langlais et Rosette. Je vous donne un micro. Merci. Alors, quel est votre souvenir à vous de Pauline à la plage ? Vous avez revu ce soir? Ah ben moi alors, là j'étais très triste parce qu'en fait quand j'ai tourné Pauline, j'avais perdu mon fiancé. Enfin, mon fiancé était parti en Amérique. Donc d'ailleurs c'est pour ça que j'ai dit j'ai 2 fiancés, un à Granville et un en Amérique. Parce que normalement je devais dire j'ai 2 fiancés, un à Granville et l'autre à Julouville. Voilà. Et je viens juste de retrouver le fiancé américain que j'avais perdu. Oui. Ouais. C'est vrai ? Mais qu'est-ce que dit ton mari ? Ah ben, ça va être amical. Ah bon. Et vous, Amanda ? Eh bien, moi, je discutais comme ça tout à l'heure avec une dame qui me disait qu'est-ce que ça vous fait de le revoir 35 ans après.
Donc évidemment, ça fiche un coup, hein, mais c'est très émouvant pour moi, et en même temps, j'arrive pas du tout à avoir de recul sur ce film, parce que c'était la première fois que je faisais un film, quoi. Donc, alors évidemment, quand je le regarde, je vois tout ce qui va pas, etc. Mais bon, maintenant, ça va, je l'ai vu plusieurs fois. Mais c'est très émouvant pour plein de choses, et c'est vrai que j'ai du mal. Je revois tout le tournage, quoi, tout le temps, chaque image, je vois tout ce qu'il y a autour. Je vois, j'ai beaucoup de souvenirs avec Simon, j'ai beaucoup de choses comme ça, et c'est vrai que c'est très 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 émouvant, quoi. Voilà. Mais bon, voilà. Hein. Et comment vous regardez, enfin, est-ce que votre état d'innocence vous épate? Parce que quand même, vous faisiez des cours de théâtre, il vous avait trouvé sur photo, non? Sur photo, oui, mais j'avais jamais fait de cours. Donc de théâtre. Vous n'aviez encore rien fait? J'avais rien fait du tout, et on s'est rencontrés pendant plusieurs mois, et pendant plusieurs mois, il me faisait lire alors il me faisait lire des pièces. Et il était très content parce que j'articulais naturellement, en fait. Donc ça l'arrangeait beaucoup. Et après, en fait, il m'avait juste demandé d'arriver... Alors, on a tourné ce film au mois d'août. Et il m'avait demandé juste d'apprendre tout le rôle, en entier. Voilà. Et donc, je suis arrivée le 1er août avec tout le rôle dans la tête. Et en fait, donc après, c'était assez... Voilà, ça se faisait assez facilement. Mais par contre, à l'époque, on pouvait voir les rushs et tout ça. Et moi, j'avais interdiction d'aller voir les rushs. Donc tout le monde partait, et moi, je restais avec Simon, on restait à la maison. On n'avait pas le droit d'y aller pour que surtout rien ne change, quoi. Que surtout on se dise pas, je suis pas bien là, je vais faire autrement. Et voilà, donc il fallait qu'on garde toute cette fraîcheur, si je puis dire, comme ça. Et non, c'est des grands... c'est un grand moment quand même. Et ça faisait une dizaine d'années que je l'avais pas vu. Donc, enfin, j'ai dû le revoir quelques mois après sa mort, en fait, mais c'est tout. Et de me voir, ça me fait très très bizarre, parce que je trouve que mon fils me ressemble, et ça me fait bizarre. Mais bon. C'est mignon. Mais vous aviez le droit de voir les rushs, Ariel? Non, moi, je n'avais pas personne. le droit. Non, Personne. là, on n'avait pas le droit. Non. Et alors, Amanda, j'ai une question, mais c'est une question, mais on vient de voir le film, donc on a ça en tête. C'est vrai qu'il y a cette blouse roumaine de Matisse. Tout à l'heure, j'ai dit votre chambre. C'est pas votre chambre, c'est la chambre que vous occupez chez Henri. Mais c'était ma chambre, en fait. Bon, alors voilà. Alors, je dormais là. C'était votre chambre du tournage. Voilà, exactement. Alors, il y a cette blouse roumaine de Matisse qui est derrière vous, et Ariel le rappelait, c'est vraiment la référence picturale du film. Mais ça va encore plus loin. Et avec Rohmer, on se demande toujours si c'est le hasard ou la maîtrise. C'est que cette dame sur la blouse roumaine, elle a les épaules qui haussent un peu comme ça, et elle rentre un peu sa tête dans les épaules. Or, c'est exactement la pose que vous prenez, comme par hasard, dans la scène du repas avec Pascal Grégory au restaurant. Alors, hasard ou direction d'acteur? Je sais pas, je pense que son choix s'est fait sur moi pour tous ces détails-là, en fait. Donc après, ce qui était assez rigolo, c'est que pendant des mois, donc je l'ai vu, jamais il ne m'a dit c'est vous que je vais prendre. Alors on se vous voyait tous les deux, hein. Et donc jamais il m'a dit c'est vous. Et vraiment peut-être au mois de juin, je lui dis mais Eric, alors je le fais ou pas le film, quoi, je fais quelque chose. Il me dit mais bien entendu. Enfin voilà, pour lui c'était évident, mais il l'avait jamais dit, quoi. Et donc je pense qu'il m'a choisi pour tout ça. Il m'a choisi pour ma façon de bouger, pour ma façon de parler, et de me tenir comme ça, pour mes jambes, voilà, tout ça faisait partie de son choix. Après, il a adapté les choses, je sais pas. Et Ariel exactement. Dombal, parce que vous étiez Serpentine. Exactement. Vous êtes Serpentine. Et il nous a beaucoup aimé, beaucoup appris.
C'est vraiment quelqu'un qui a marqué nos destins très fortement. Moi, il m'a prise parce que j'étais marchande de roses. Donc là, j'ai vendu des bonbons à la place. Mais vous avez fait, vous aussi, beaucoup d'autres films Oui. avec lui, Oui. et même vos propres films, Oui. Les Aventures de Rosette, Oui. que vous écrivez, Oui. il les a mis en scène pour Oui, vous. voilà. Et donc avec Ariel, Amanda, Pascal Grégory, Féodor Atkin, Marie Rivière, enfin, et puis tous les autres. La cérémonie du thé, il y avait une périodicité. Enfin, vous pouviez les unes et les autres débarquer chez Rohmer à partir de 5 heures de l'après-midi pour boire le thé. Non, on allait toujours avec rendez-vous. Hein. Ah, Ariel. Oui, toujours avec des rendez-vous, mais ça pouvait être des rendez-vous quotidiens. Et ce qui était merveilleux, c'est qu'on parlait rarement de cinéma. On ne parlait pas de cinéma. On parlait beaucoup de littérature, on lisait des choses, des poèmes, de musique aussi. Il nous faisait entendre toutes sortes de... Il jouait un peu au piano, il était très fier. Il était fier d'avoir appris l'allemand à l'âge de 70 ans et d'avoir appris la musique aussi très tardivement. Et voilà, il jouait un peu du piano. Moi, je voulais ajouter, parce que j'y ai beaucoup pensé ces derniers temps, que je l'ai rencontré, donc j'avais 14 ans. Et donc, évidemment, je n'avais pas tout à fait le même rapport avec lui, mais il devait avoir à peu près une 60aine d'années quand je l'ai rencontré. Et il m'a toujours, j'allais dire, considérée comme une grande, quoi. Je sais pas comment on peut... Je sais pas si vous vous souvenez de vos 15 ans, voilà, aux uns aux autres, mais on n'est pas bien fini, on ne sait pas trop, on se demande un petit peu où on va. Et moi, j'étais quand même très, très impressionnée quand je l'ai rencontré. Bon, j'avais vu qu'un film, j'avais vu Le Genou de Claire, mais enfin, bon, j'avais quand même entendu parler de lui. Et je dirais, il m'a toujours considérée, voilà, comme égal à égal. Et finalement, dans ma vie après, ça a été très important, en fait, parce que ça m'a aidé vraiment à me constituer, à avoir, alors je dirais pas une confiance en moi, parce que j'ai pas une confiance en moi absolue, mais à ce moment-là, en tout cas, ça m'a permis d'être complètement moi. Et c'est pas si fréquent que ça, quoi. Voilà, c'est pas si fréquent quand on a 60 ans de considérer des jeunes gens. Mais d'ailleurs, c'est parfaitement intégré dans le film, parce que dans le film, vous n'êtes pas la petite cousine, la petite gamine. Féodor Atkin, aussi odieux soit-il dans son genre, il vous dit... Soyons clairs, je suis un homme, tu es une femme et tu as de jolies jambes. C'est-à-dire que vous n'êtes pas une gamine avec les adultes dans le film. Comme Béatrice Roman, elle nous le disait quand elle était là pour présenter Le Genou de Claire, n'était pas la gamine du Genou de Claire. Non, oui, sans doute aussi. Enfin, il y a quelque chose. Mais d'ailleurs, cette scène un peu particulière comme ça, elle choque peut-être plus maintenant. Enfin, moi, j'ai présenté le film. J'ai beaucoup présenté Le Conte d'été, mais pour Pauline aussi, où les gens me disent, mais attendez, qu'est-ce qu'il fait, quoi? Et je veux dire, c'était pas du tout. Enfin, moi, je l'ai même pas. Bon, évidemment, il m'embrassait la jambe, mais c'était pas si... ça faisait partie du film, ça m'a pas extrêmement choquée. Alors, je devrais pas dire ça, mais voilà, c'est particulier, mais peut-être que ça tient à ce fait-là, en fait, que j'étais pas considérée comme la petite, quoi. Sauf par Ariel, qui m'appelle toujours la petite. Et que tu avais peut-être une certaine maturité pour tes 14 ans. Oui, parce que en réalité, le rôle, et toi aussi, une créature très réfléchie, très posée, très mignonne, très adulte dans la réflexion, très... et peut-être plus raisonnable que les adultes, que les grands. C'est-à-dire que son regard sur les adultes est très bien écrit et elle ne leur envoie pas dire qu'elle trouve leur petite manigance minable et un peu sordide quand même. Donc voilà. C'est dit. Il y avait peut-être une autre question au fond de la salle. Vous laissez la parole, madame, et puis peut-être qu'on libérera nos amis. Oui, bonsoir. Donc ma question, c'est aujourd'hui, avec le recul, vous ne trouvez pas ce film sexiste ?
Vous d'abord, vous avez le micro. Bon, j'ai le micro, alors je réponds. Je dirais non, pas du tout. Pas du tout, pas du tout. Non, pas sexiste du tout. Non, non, c'est, vous savez, les rapports des hommes et des femmes, on a 21 siècles voilà, même plus, voilà, qui sont là derrière nous. C'est extraordinairement complexe et ça dépend des époques, la manière dont les hommes se comportent avec les femmes. On a connu pire, hein. Bon, de toute façon, les femmes, elles ont été extraordinairement rudoyées et elles le sont encore. Mais je trouve que le film est au contraire un éclairage sur le rapport des forces psychologiques des unes et des autres, et de ce qu'on attend de l'autre, et de la manière dont on se trompe, et quelle est l'éternelle grande aventure qu'est le rapport homme-femme, qui est d'une complexité absolue. Moi, je ne le vois pas du tout sexiste, le film. Et toi ? Non, pas du tout. Non. Ça ne me vient même pas à l'idée de penser que c'est sexiste. Non. Et moi non plus, je pense pas. Mais je le pense pas parce que Eric a toujours eu un rapport avec ses actrices tellement affectueux. Comment dire ? Délicat, respectueux, voilà, c'était ça, respectueux, etc. Que, voilà, après, moi non plus, je le vois pas comme ça. Mais bon, après, c'est le rapport qu'on a peut-être avec lui. En gros, c'est pas le metteur en scène où il faut coucher avec lui pour jouer dans les films. Non. Genre, on dit des noms, genre François Truffaut. C'était pas le même genre. Et en même temps, ce que dit Madame, cette question-là, on peut en parler très tranquillement. Pendant toute la carrière d'Éric Rohmer, ça a été un reproche parfois lancinant. C'est-à-dire qu'il n'était pas considéré, peut-être à cause de son art de la maîtrise aussi, mais qu'il n'était pas considéré effectivement comme le plus féministe des cinéastes, et c'est quelque chose qui lui a été parfois reproché, c'est vrai. Bon. Si vous voulez développer, madame, mais je ne peux pas le faire à votre place parce que vous n'allez pas me croire. Donc Oui, peut-être que vous pouvez nous dire qu'est-ce que vous soupçonnez d'antiféministe ou de... C'est les portraits de femmes ou les rapports, la manière dont on est regardé ou... Madame va nous dire un peu plus. Oui, je pense que c'est un film qui tourne autour du désir masculin, que vraiment tout tourne autour de ce désir masculin dans des différentes générations, à travers des différentes générations, le petit garçon, donc le plus jeune et le plus vieux. Et qu'il y a toutes ces femmes-là qui sont jugées par leurs jambes. Et donc, je pense qu'il y a des scènes aussi, à mon avis, assez pornographiques, où vraiment il y a le corps de la femme qui est là juste pour être désiré et la femme qui est réduite à son corps. Et je trouve aussi que donc, la scène où il y a Pauline qui a 14 ans et 15. Et que lui, vraiment, je ne pensais pas qu'on allait oser faire cette scène. J'avais peur que le fait qu'elle reste là, déjà qu'elle décide de rester là après ce qu'elle vient d'apprendre, déjà ça, je trouve assez bizarre. Et ensuite, que là, en dormant, lui, il s'approche à lui embrasser la jambe et qu'elle le prenne avec naturalité. Elle a 14 ans et montrer ça dans un grand écran. Aujourd'hui, qu'on parle justement de consentement, à 14 ans, on ne peut pas dire « Ok, on avait l'image d'une femme déjà à ses 14 ans, très mature. » Vous avez vu, madame, qu'elle ne lui dit pas « Ok ». Hein. Non. Et il respecte ce choix. Non, mais je comprends très bien ce que... Mais tout est là pour séduire le spectateur et de mettre ces scènes pour séduire les spectateurs et que le spectateur soit séduit. Ah non, je ne pense pas que ce soit pour ça.
C'est mon opinion. Je pense pas que la scène soit là pour séduire le spectateur, parce qu'à la limite, il aurait pris une des autres filles, je pense. Mais comment dire? Alors, pour vous rassurer, vous savez, quand on a fait la scène, j'étais pas toute seule avec lui, donc ça va. Il m'est rien arrivé. Mais comment dire? Non, je pense pas que. Je pense que ça servait son propos, surtout. C'était surtout ça. Et par rapport au fait que vous parliez, que ça parle du désir masculin, bon, après tout, c'était un homme, hein, c'était pas une femme, donc il parle peut-être de choses qui le concernent. Mais moi, je trouve qu'au contraire, les femmes dans ce film ont plus la main, elles disent les choses, elles expliquent leurs choses, leurs refus, leurs pensées. Et finalement, même si on va voir les femmes dans toutes leurs subtilités, c'est plutôt les hommes qui sont ridicules, moi, je trouve, dans ce film. Ouais. Voilà. Tout à fait. Bon. Eh bien, après, on ne dira pas qu'on parle de rien. Est-ce qu'il y a une autre question? Bon, ben écoutez, merci. Là-bas? Pardon. Allez-y, madame, on vous apporte un micro. Levez le bras, oui, voilà. Je voulais juste dire qu'il me semble aussi que les hommes sont très, très sexy dans ce film. Merci. C'est aussi pour rebondir sur ça, parce que autant je trouve que c'est une question très importante de parler, de voir si des vieux films, des films plus anciens sont... Désolée, je suis un peu émue parce que j'adore beaucoup, j'adore Rohmer et je suis... Voilà. Mais, madame, vous pouvez dire ce que vous voulez ici. Oui, non, mais attendez, c'est pour rire, mais sauf vieux film. Non. Après, vous pouvez dire ce que vous voulez. Mais dites pas vieux film, je vous en supplie. C'est pour ça que je me suis rattrapée. Non, ce que je voulais dire, c'est se poser la question aujourd'hui de films plus anciens par rapport au sexisme. C'est très important et je veux pas je vois qu'il y a des gens qui huent cette femme qui parle de ça, alors que c'est une question importante. Mais je suis effectivement... moi, quand je vois un film de Rohmer, et même ce film-là, même si ça me gêne énormément... je trouve que c'est fait exprès, en fait. C'est qu'on peut pas... Si quelqu'un voit ces films-là et ensuite dit « Ah, le personnage d'Henri est incroyable, je suis vraiment dans son camp », ça m'étonnerait, ou alors c'est que là... Enfin, bref, je trouve que Rohmer a justement une façon... J'irai jamais dire... oui, c'est un militant féministe, etc. Mais je trouve qu'il y a justement dans les rapports humains quelque chose de très... je pense pas qu'on peut être du côté justement des hommes dans ces films-là, et c'est ça que je trouve très intéressant. Les femmes ont toute la place, et voilà. Désolée, c'est juste que je trouve ça aussi dommage de se moquer de quelqu'un qui pose cette question alors que c'est aussi important. Et voilà. Non, mais on s'en est pas. Ah, mais pas vous. Je parlais plus de la salle. C'est vraiment pas. Voilà. Allez, Ariel, vous aurez le mot de la fin. Je dis, nous sommes ici autant d'hommes que de femmes. Et nous admirons tous Éric pour la subtilité, la grandeur, le talent de l'observation de l'âme humaine. Et voilà, quel beau plaisir d'avoir revu ce film avec vous. Et une pensée pour lui qui n'est plus de ce monde et qui nous a tellement éclairés. Ben merci beaucoup à toutes les trois. Merci Amanda Langlais, merci Rosette d'avoir revu le film avec nous, et merci infiniment Ariel Dombal de nous avoir rejoints à l'issue de cette projection. À bientôt.